La technologie bouleverse nos vies depuis de nombreux siècles, mais il semble qu'aujourd'hui nous soyons arrivés à un point de rupture. Quelles sont donc les prochaines technologies qui se préparent et comment impacteront-elles nos vies? C'est ce qu'on se demande aujourd'hui avec Dimitri Carbonel, fondateur de Livosphère, shifter au Shift Project, expert des enjeux technologiques et climatiques et auteur de 2050, Crash ou Renaissance. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Du coup, pour commencer, je te propose qu'on parle, donc on va faire une sorte de petit tour comme ça des différentes technologies qui vont influer sur le monde de demain et qui commencent déjà très largement aujourd'hui. Donc peut-être déjà commencer par tout ce qui est véhicules électriques et autonomes. Qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que ça va influer nos vies? Et puis quelles sont tes perspectives là-dessus? Alors, pour les véhicules électriques, c'est vrai qu'il y a eu, et après je parlerai aussi des véhicules autonomes, il y a eu énormément de buzz. Parfois on parle aussi, enfin c'est la courbe de Gartner, la hype cycle, qui pendant un certain moment fait que, alors c'était beaucoup aussi pour les véhicules autonomes, mais on le parle énormément, on dit oui, il va y en avoir partout, etc. Et on se rend compte que ça prend beaucoup plus de temps que ça. Je vais prendre un exemple pour les véhicules électriques. Le premier véhicule qui a dépassé les 100 km à l'heure, c'est la Jamais Contente, qui en fait a dépassé donc les 100 km/h en 1899. Donc un véhicule électrique, donc avant un véhicule thermique. Et on voit qu'aujourd'hui, le véhicule électrique commence véritablement à se démocratiser. Alors bien sûr, il y a plusieurs raisons à ça, parce qu'évidemment le pétrole a une densité énergétique qui est plus importante que le véhicule électrique. Mais déjà, ça montre que quand par exemple, et on leur parlera par la suite, quand on imagine une solution, des technologies, en fait, il faut beaucoup de temps avant qu'elle puisse se diffuser, notamment pour des raisons bien sûr économiques, mais aussi en termes d'infrastructures. Enfin, il y a pas mal d'autres choses, d'acteurs, etc. Donc, et pour les véhicules électriques, souvent on se dit ah bah oui, c'est la solution pour résoudre tous les problèmes liés aux véhicules thermiques. Pour donner un ordre de grandeur, les émissions de carbone en France sont à 30% liées donc au transport. Donc on dit bah super, avec les véhicules électriques ça va être résolu. En fait, c'est pas si simple que ça serait trop simple d'ailleurs. Pourquoi? Parce que d'un côté, pour les véhicules électriques, eh bien on va pas pouvoir remplacer un pour un véhicule thermique par un véhicule électrique, parce qu'il faut beaucoup de matière, notamment il faut des batteries, et donc beaucoup de batteries, ce qui nécessite bien sûr de l'extraction minière, qui évidemment a des impacts environnementaux. Pour donner un exemple, il faut de l'eau aussi, il faut mettre en place une infrastructure, un réseau électrique, et puis il faut du cuivre. Et donc, et donc au final, ce qui va certainement se passer, c'est qu'on va devoir réduire le parc total du nombre de véhicules électriques. Donc ça, c'est pour la partie véhicules électriques, mais tu pourras poser plus de questions. N'hésite pas à me couper le cas échéant quand je parle trop longtemps. Et puis pour les véhicules autonomes, j'ai fait une étude là-dessus pour les échos, ainsi que les véhicules connectés, parce que c'est un domaine que je connais bien. Et là aussi, à un moment, on pensait qu'il y en aurait partout. Et depuis le début, moi je disais qu'on ne verra jamais de véhicules autonomes, par exemple, qui soient autour de la place, la place de l'Étoile, ou sauf si on refuse qu'il y ait d'autres véhicules, parce qu'en fait, toutes les ressources qui sont nécessaires aussi pour un véhicule autonome, qui sont beaucoup plus importantes encore qu'un véhicule normal, et d'autre part aussi, c'est que on le voit bien pour le véhicule autonome, il a du mal lorsqu'il a un environnement qui est extrêmement hétérogène. On l'a vu notamment à Mountain View, où il y a quand même pas mal de véhicules autonomes qui sont plantés. Notamment, tu avais une route qui était en train d'être goudronnée, paf, il se plantait dedans, il y a eu des accidents. Alors, moins certainement que d'autres cas, mais il y a plein de cas particuliers que le véhicule autonome a du mal à gérer. Donc, pour reprendre les éléments, c'est dans certains usages, ça a tout à fait du sens. Véhicule électrique, on le voit bien, mais on va être limité par les ressources d'une part, et puis aussi par les impacts que ça a. Et pour le véhicule autonome, ça va être encore plus spécialisé sur quelques cas où potentiellement ça peut être intéressant pour certaines collectivités pour faire le lien entre certains endroits. On le voit aussi dans les aéroports, etc. Mais d'en voir partout, je n'y crois pas. D'accord, ouais. Voilà.
Je trouvais très intéressant, c'était Aurélien Bigot, qui est chercheur sur ces questions, qui disait que la voiture électrique était l'avenir de la voiture, mais que la voiture n'était pas l'avenir du transport. Et je trouvais ça très bien formulé. Et au niveau des véhicules autonomes, effectivement, il y a un peu cette vision, je pense, très américaine, où il y aura vraiment des véhicules autonomes partout, et puis ça sera des véhicules autonomes comme des services, quoi. On pourra rentrer dedans, mais sans nécessairement que la voiture nous appartienne. Et ce genre d'applications, je pense, peuvent être intéressantes peut-être pour des gens en campagne ou bien où les transports en commun sont moins bien desservis ou ce genre de choses. Mais après, je pense que Oui. si ça se démocratise en ville, etc., ça risque même de faire concurrence peut-être aux transports en commun, etc., et donc d'être peut-être même plus polluant. Donc, c'est des technologies intéressantes, mais peut-être pas généraliser absolument partout, puis avoir que ça en tête comme mode de transport, quoi. Oui, il y a un point notamment qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est la question de l'usage. C'est-à-dire, d'un côté, de basculer de la propriété à l'usage, où effectivement ça a plus de sens pour le véhicule. Hein. On utilise environ un véhicule individuel, c'est utilisé moins de 5% du temps, ce qui est assez logique, hein, parce qu'on se déplace peut-être au grand maximum 1 à 2 heures par jour, et encore c'est beaucoup, hein, alors qu'il y a 24 heures dans une journée. Hein. Donc ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que par exemple, pour le véhicule autonome, ça peut avoir du sens quand on parle des véhicules autonomes sur des transports en commun. On le voit, hein, des métros qui peuvent être autonomes, ça peut être certains bus qui sont autonomes et dans certaines conditions, bien sûr. Donc ça peut être pertinent dans un certain nombre de cas. Et puis, bien sûr, après, c'est voir aussi en fonction des contraintes que ça apporte et des avantages que ça apporte, quoi. Ouais, tout à fait. Un autre paradigme assez intéressant qui est en train de se développer, c'est l'Internet des objets. Du coup, est-ce que tu pourrais Ouais. nous dire de quoi il s'agit, en quoi ça te paraît intéressant, et puis quelles sont les grandes tendances que tu vois sur ce Ouais. secteur? Alors, l'Internet des objets, hein, ça représente un petit peu le monde qu'on parle parfois aussi d'objets connectés, hein, à la base. Là aussi, hein, c'est un domaine que je connais bien parce que bon, il fut un temps où j'allais assez régulièrement au CES à Las Vegas notamment dans les années, alors j'y vais plus hein, pour plusieurs raisons, hein, mais notamment pour les donc il y a une période où il y a énormément de startups qui étaient prêts à connecter tout et n'importe quoi. Enfin, ça allait même, comment dire, de la glacière connectée ou des trucs qui sont complètement absurdes et des choses qui sont tout à fait pertinentes. Et donc, après une phase un petit peu là aussi hein, de buzz, comme j'en ai parlé tout à l'heure, on est revenu à des usages qui peuvent être beaucoup plus pertinents. C'est très Pour prendre un des exemples concrets, alors c'est vrai que je vais le rattacher avec l'environnement, mais on peut prendre d'autres exemples. Hein. Lorsque vous avez des capteurs qui vont permettre d'identifier suffisamment à l'avance qu'il risque d'y avoir des inondations dans votre localisation, et ça peut être d'ailleurs aussi, ça peut être des capteurs ou des caméras ou d'autres choses qui permettent d'avoir ce type d'information et qui permettent d'anticiper mieux les choses, ou qui permet aussi hein, d'avoir une anticipation, comme on a beaucoup de données à partir des objets connectés. Hein. Pour reprendre un objet connecté, donc il va collecter les données, hein. Ensuite il va les transmettre dans le cloud et après un certain nombre d'entre eux vont pouvoir les renvoyer et agir. Donc pour reprendre un exemple, on a un capteur connecté qui pourrait tout à coup lever une digue ou envoyer une alerte à l'ensemble des habitants, c'est un exemple. Et donc ce qui va être intéressant, c'est l'utilisation pertinente de ces objets connectés pour collecter très rapidement les données, pouvoir les traiter notamment, on en parlera certainement par la suite, avec de l'intelligence artificielle ou de certains algorithmes et pouvoir gérer ça très rapidement et de pouvoir mettre en place un certain nombre de solutions. Après, il y a des domaines où ça n'a pas du tout de sens, notamment il y a une mode un peu de connecter tout et n'importe quoi et il faut bien sûr tenir compte de l'impact aussi environnemental de connecter. Pour reprendre un exemple, connecter une voiture, là ça a du sens parce que pour aussi maintenant tous les nouveaux véhicules, dès qu'ils font un tonneau, il y a un système de call hein, qui permet de dire il y a un appel qui est envoyé directement et il y a quelqu'un qui va dire tiens vous avez un tonneau, est-ce que vous avez besoin d'aide, etc. Donc ça c'est automatique, donc ça c'est une bonne chose. Et puis mais si par exemple vous connectez une chaise, là pour le coup c'est quand même nettement peu impertinent, ou une chaussette ou peu importe hein, pour mesurer le nombre de pas. Pourquoi? Parce qu'il va falloir, c'est de l'électronique qu'on va mettre dedans, donc extraction notamment minière. Et deuxième chose, lorsqu'il va falloir le réutiliser ou le recycler, ça va être nettement plus compliqué. Donc c'est toujours face à quelque chose pour moi qui est essentiel, c'est quelles que soient les technologies, c'est
qu'est-ce que ça apporte, pour quel usage, et après, quels sont les inconvénients, et est-ce qu'on a des alternatives qui ne sont pas nécessairement, n'utilisent pas nécessairement les technologies, mais parfois qui sont toutes simples en fait. Et la low-tech, peut-être qu'on en parlera. Et moi, ce que je trouve très intéressant avec ça, c'est que j'ai l'impression que c'est un petit peu comme, par exemple, au début d'Internet, où tout le monde est extrêmement excité, waouh, l'Internet des objets, etc. Du coup, on va développer énormément de choses, et tout d'un coup, on va développer tout un tas de choses qui servent absolument à rien, en fait. Et parmi ces choses, les choses qui sont plus utiles vont petit à petit, par une sorte de jeu d'offres et de demandes, peut-être être sélectionnées en laissant le reste un peu inutile derrière lui. En tout cas, c'est ce qui s'est passé avec Internet. C'est possible que ça soit le cas là aussi. Et ce que tu dis est intéressant aussi parce que, effectivement, l'Internet des objets crée aussi peut-être une certaine forme de dépendance à la technologie. Et donc, l'utiliser pour des choses importantes, c'est bien, mais il faut faire attention aussi à ce que, tout d'un coup, si ça dysfonctionne, etc., il y ait peut-être des systèmes de backup ou ce genre de choses, quoi. Oui, et puis pour reprendre le point après, bon, c'est un peu naturel, c'est dans la nature humaine et c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Il y a souvent une phase de foisonnement, d'enthousiasme, d'excitation, et puis après on revient aux bases en disant bon, ok, avec ça, ça sert pas à grand chose, il y a personne qui est prêt à l'acheter, ça pose plus de problèmes qu'autre chose, et puis on revient un peu à la normale. Après, c'est comme pour les startups, mais aussi même la vie, c'est un peu comme ça. Je veux dire, dans le sens où on le voit, l'explosion, notamment des mammifères, juste après, la disparition des dinosaures. Il y avait plein de mammifères différents, et puis il y en a certains qui ont survécu. Et après, nous sommes devenus des hommes, puis il y a plein d'autres animaux qui sont là. Donc, c'est un petit peu la phase c'est une phase souvent qui arrive de manière nécessaire. Tout à fait. Et donc cet Internet des objets risque d'augmenter aussi un peu la bande passante nécessaire et de façon plus générale au-delà de l'Internet des objets, on risque d'avoir de plus en plus besoin de connexion. Donc il y a la 5G qui se développe. Je sais que ça fait, je trouve intéressant de te poser la question parce que étant donné que tu es un peu à l'intersection justement des enjeux technologiques et environnementaux, c'est intéressant. J'ai l'impression que la sphère très technologique est très pro 5G alors que la sphère environnementale est très souvent anti 5G. Toi, c'est quoi ta position là-dessus? Alors en fait, il y a trois axes quand on regarde la 5G. C'est que les trois principales promesses de la 5G, c'est potentiellement plus de débit, et donc plus de débit et la fréquence qui est plus élevée. Et pour les usages, principalement, ça va être autour de peut-être avoir de la vidéo à distance, de l'immersif, de la 360 degrés, de la réalité virtuelle, etc. Je veux dire, déjà, dans un certain nombre de cas, la 4G suffit et souvent la couverture 4G, elle est insuffisante. Donc pour moi, la 5G, l'apport est assez réduit par rapport à ça. Deuxième chose, c'est tout ce qui est effectivement les objets connectés. Et pour les objets connectés, en fait, dans pas mal de cas, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir beaucoup de données qui sont transmises. Je vais même prendre l'exemple d'une caméra. Une caméra, on peut dire, on peut envoyer le flux de données systématiquement. Ça, c'est une première possibilité, mais c'est pas ce qu'il y a de plus malin. Une autre possibilité, c'est qu'on peut avoir, par exemple, des algorithmes d'IA qui sont à l'intérieur de caméras, qui vont voir des scènes qui sont soit inhabituelles, on pourra reparler après, mais il y a des techniques notamment de ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé, mais voilà, qui permet de voir les situations inhabituelles et remonter uniquement ces images-là, de telle sorte qu'on réduit très fortement la quantité de données qui est transmise. Et lorsqu'on utilise aussi peu de données, il y a d'autres techniques, il y a notamment des réseaux, ce qu'on appelle des LoRaWAN, c'est des réseaux bas débit comme il y a LoRa, il y avait aussi auparavant Sigfox, il y a NB-IoT, etc. Et en fait, la 5G, ok, potentiellement ça a un petit peu plus d'objets, etc. Mais ça porte pas une grosse différence. Après, il y a un troisième point, c'est la robustesse et la réduction de la latence. Et là, effectivement, ça peut être pertinent pour, par exemple, dans le domaine des véhicules connectés, où là, on va avoir, par exemple, deux véhicules qui vont être proches l'un de l'autre, et il y en a celui qui est devant, on va voir qu'il va freiner très rapidement, et il va envoyer l'information à l'autre véhicule pour lui dire tiens, je sais pas, il y a une personne qui est passée en vent, etc. Et donc ça permet d'anticiper. Alors aussi dans le domaine de tout ce qui est industriel, ça peut être pertinent. Alors dans le domaine de la chirurgie, pour moi entre guillemets c'est un peu de la blague, parce que franchement s'il y a quelqu'un qui veut qui va avoir une opération et que ça passe par la 5G, moi je préfère avoir un truc filaire, c'est quand même je serais beaucoup plus serein, quoi. Et en plus la plupart des opérations se font de toute manière en direct.
Mais effectivement, dans ce cas-là, ça peut être pertinent. Mais on voit bien que la 5G aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça qu'elle est vendue. Enfin, les opérateurs, pour plein de raisons différentes, mais notamment pour amortir leurs coûts, ils vont proposer de la 5G partout, à tout le monde, de telle sorte que tout le monde va avoir un nouveau smartphone 5G, alors qu'en réalité, il n'a pas vraiment besoin. Un 4G avec une bonne couverture suffirait nettement. Et de telle sorte que ce qui va se passer, c'est que la 5G normalement pourrait être utilisé pour des usages qui peuvent être tout à fait pertinents, mais qui sont petits. Et là, on est en train de faire un truc énorme. Et d'autant plus, il y a un autre point qui arrive, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est que quand tu donnes plus de volume, ou tu accordes plus de volume, c'est comme on programme. Si tu as beaucoup de mémoire, tu vas utiliser toute la mémoire. Ou c'est comme pour le temps, tu as beaucoup de temps pour faire quelque chose, tu vas utiliser pleinement. C'est la même chose pour la 5G. Tu vas utiliser pleinement ça, alors que en réalité, tu n'en as pas vraiment besoin. Et si tu es un petit peu plus malin, tu es ingénieux, tu es capable de réduire très fortement tes besoins. Et c'est ça aussi qu'il faut rechercher. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que la 5G va pas dans le bon sens de ce point de vue-là, parce qu'elle accorde plus d'espace. En réalité, aujourd'hui, il faut apprendre à être ingénieux pour essayer, avec plus de contraintes, moins de ressources, être capable de faire autant ou voire plus de choses. Et il y a beaucoup de choses qui sont possibles de faire. Il y a énormément de gaspillage. Ouais, c'est très compliqué parce que il me semblait que justement pour une quantité de données précise, la 5G permettrait d'être plus économe en énergie, mais que par contre ça entraînerait justement une sorte d'explosion du nombre de données transmises qui, elles, pollueraient plus. Ouais. Alors, je vais en parler parce que c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est comme un Airbus, la différence entre un Airbus A380 et un Airbus A320. Si on remplit un Airbus A380, on va dire la 5G, évidemment, la quantité de kérosène qui va être utilisée ou d'émissions de CO2 ou d'énergie qui va être utilisée par passager, évidemment, va être bien inférieure que si on affrète 2 Airbus A320. En revanche, si par exemple on remplit à moitié l'Airbus A380, donc à moitié la 5G, et que de l'autre côté on a seulement un avion A320, donc la 4G, évidemment la consommation sera bien inférieure pour une personne, donc la 4G, que pour la même quantité en 5G. Donc en réalité, quand on dit elle consomme moins, effectivement, si on utilise à plein la 5G, mais je suis vraiment pas sûr qu'on en ait vraiment besoin, hors quelques cas spécifiques. Ok, là c'est particulier, mais dans la plupart des cas, en réalité, ce que je veux dire, c'est que dans la plupart des cas, on n'a pas besoin de toute cette capacité. Et si on reprend juste par rapport à nos vrais besoins, et en plus, il y a un autre problème au niveau de la 5G, c'est qu'on a besoin de réduire ce qu'on appelle les délais de latence. Donc, on va faire ce qu'on appelle beaucoup de edge computing. Donc, avoir plein de petites infrastructures qui vont être mises en place pour réduire ces délais de latence. Donc, plus de matériel, plus d'équipements, etc. Bon, je ne vais pas revenir, mais il y a un certain nombre d'impacts environnementaux. Et donc, on crée des infrastructures additionnelles. Et encore, si je creuse encore un peu plus loin, ça dépend des fréquences. La 5G utilise un certain nombre de fréquences différentes. Donc, si par exemple on est dans ce qu'on appelle la fréquence millimétrique, donc c'est si je me souviens bien, du 26 GHz, évidemment, comme la fréquence est beaucoup plus élevée, ça nécessite beaucoup plus d'énergie, donc ça peut transmettre beaucoup plus de données. Mais voilà, là, ça va consommer énormément, beaucoup plus que si on va utiliser des fréquences qu'utilise bien sûr aussi la 5G, qui sont plus basses, soit je sais plus, soit c'est du 900, soit du 868 ou du 900 GHz, ou alors ça peut être du 2,4, c'est pas 2,4, mais c'est 2,5 je crois GHz. Oui, intéressant. Alors ça change de perspective. Voilà, c'est ça. Ça change de perspective par rapport à ce que je disais. Un autre domaine qui est grandissant, c'est celui de la robotique. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors déjà, il y a une chose qui est très intéressante de voir, c'est que si on pense il y a 30 ans, et on disait, comment est-ce que vous voyez un robot qui passe l'aspirateur ? Eh bien, la plupart des gens se seraient dit, tiens, c'est simple, c'est un robot humanoïde qui va passer, en fait, mon aspirateur habituel. Et aujourd'hui, personne ne va dire ça. On va penser à tous ces aspirateurs, Roomba, il y en a d'autres qui ressemblent en fait à une sorte de ce qu'on appelle un trilobite, c'est un petit animal, mais rond, voilà. Et là, première chose, c'est que là où le robot est le plus pertinent, c'est dans le domaine pour des tâches qui sont précises. Donc, comme je dis, robot aspirateur, etc. Parce que malgré tout, il faut quand même pas mal de ressources. Et le robot aujourd'hui,
Après, on pourra parler des robots humanoïdes, hein, notamment il y a, enfin, que ce soit Boston Dynamics ou Elon Musk qui a sorti un robot humanoïde. Mais en tout cas, les robots monotâches sont performantes. Après, encore une chose, c'est que si vous avez un robot qui est capable de tout faire et que vous avez perdu l'habitude de faire quelque chose, ben voilà, si je prends un exemple, imaginons que vous aimiez par exemple faire du violon, hein, bah, si vous demandez à un robot de faire du violon, enfin je veux dire, je vois pas trop l'intérêt, c'est intéressant d'apprendre à faire du violon, quoi, enfin à jouer du violon. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que... Mais du coup, toi, tu crois pas tellement à ce modèle de robot humanoïde? Alors, ce qui se passe, c'est que je pense que le robot humanoïde, il y en aura certainement, mais c'est un petit peu comme le véhicule autonome, parce que c'est très compliqué, hein, de faire un robot qui soit capable de faire plein de choses différentes à la fois. Ça demande beaucoup de ressources, c'est compliqué à mettre, même si effectivement avec notamment l'IA, ça permet d'aller de plus en plus loin. C'est vraiment une dépense énergétique et une dépense de ressources et de technologie qui est énorme par rapport aux besoins. En revanche, dans le domaine de l'industrie, on l'a vu, Amazon a commencé à le mettre en place dans un certain nombre de ses industries ou dans ses entrepôts plutôt. Tout ce qui est cobots, hein, moi j'avais beaucoup bossé notamment sur des cobots, hein, donc des robots collaboratifs qui ont une certaine agilité, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire plusieurs tâches. Ils vont pas tout faire, hein, ils vont pas faire à manger, etc. Mais ils sont capables de faire plusieurs tâches. Effectivement, c'est intéressant sur le plan notamment industriel. Après, encore une fois, il y a bien sûr encore une limite, hein, dans le sens où il faut voir quel est l'impact que ce que ça retire aussi en termes d'emploi. Il faut en prendre conscience. Et après, une autre chose aussi, c'est que vu la quantité de ressources nécessaires pour faire des robots, hein, je ne pense pas qu'il y en aura des robots partout, notamment des robots humanoïdes partout. Pour moi, non. Pourquoi? Parce que la quantité de ressources est tellement énorme et déjà on a tellement besoin pour les véhicules électriques ou pour d'autres choses qu'on n'aura pas suffisamment de ressources pour faire plein de robots partout, quoi. Et puis après, il y a un autre point, c'est que c'est un outil, hein, et il faut pas que cet outil remplace les relations humaines. Et c'est vrai que maintenant, avec des ChatGPT, GPT-4, etc., malgré tout, il y a un risque que certaines personnes commencent à se sentir un peu plus proches que des robots ou d'intelligence artificielle que de personnes, notamment parce qu'un robot, dans la plupart des cas, il va brosser dans le sens du poil, il va toujours dire d'être d'accord avec vous. Ça aussi, on le programme autrement. Et je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses. Il faut de la contradiction dans notre vie, il faut des personnes qui ne soient pas d'accord avec vous. Et pour l'instant, le robot a plutôt tendance ou l'intelligence artificielle à aller dans votre sens, quoi. Donc, faites moins d'efforts. Et justement, tu parles de ChatGPT et GPT-4, ça a été la grande dernière explosion technologique Ouais. dans ce monde-là. Clairement, tout le monde ne parle plus que de ça. Qu'est-ce que tu en penses? Quels vont être un peu les impacts? Qu'est-ce que tu imagines pour le futur? Alors, encore une fois, bon, c'est un outil, hein, qui permet de faire plein de choses différentes et qui permet de faire gagner énormément de temps. Et je pense qu'il y a deux types d'attitudes qu'il peut y avoir. La première, et on le voit notamment avec aussi Midjourney, Dall-E, etc., c'est que ça nous permet d'explorer de nouveaux territoires. Donc, typiquement, on le voit bien, vous mettez une image et puis il dit tiens, est-ce que tu peux faire changer ou une musique, ou tiens, j'ai un texte, tiens, est-ce que tu peux me donner. C'est une sorte de sparring partner. Donc, on peut l'utiliser comme sparring partner. Ça, c'est une première chose, donc qui peut être vraiment intéressante. Et après, je vais parler de vraiment les cas positifs et après les parties plutôt négatives et les risques qu'il y a. Mais positifs, donc ça c'est le premier point. C'est ça. C'est aussi il y a des tâches qui nous ennuient de faire, hein. Moi, il y a certains trucs, ça m'ennuie de le faire. Donc les tâches un peu répétitives qui m'ennuient, je peux lui faire et ça me fait gagner du temps pour faire d'autres choses. Après, l'autre côté, c'est qu'on risque de se reposer aussi dessus, dans le sens où notamment, je pense que, surtout pour les enfants qui naissent aujourd'hui ou qui ont une dizaine d'années, eh bien, ils se disent à quoi ça sert de savoir faire des résumés, à quoi ça sert d'apprendre à traduire. Moi, le calcul, ça fait un certain temps. À quoi ça sert d'apprendre plein de choses différentes, puisque grosso modo, ChatGPT me fait tout, donc j'ai pas besoin. Et là, la plupart des personnes ne pensent pas au coup d'après. Le coup d'après, c'est si toi, tu n'es plus capable de le faire, donc une intelligence artificielle peut le faire. Et en fait, grosso modo, au final, tu vas devenir plus un exécutant de ce que l'intelligence artificielle, parce que tu as perdu ton sens critique, tu n'auras pas
voilà, le cerveau c'est un muscle en fait. Donc ça signifie si tu l'entraînes pas, grosso modo il va dépérir et il sert plus à rien. Donc après c'est vraiment la condition humaine. C'est quoi notre choix? Est-ce qu'on a envie d'être juste un exécutant d'une intelligence, d'une ou des multiples intelligences artificielles, ou est-ce qu'on veut prendre notre destin en main, choisir? On sait l'utiliser, et en fait on apprend, on fait en sorte de ne pas être esclave de l'IA, et notamment moi parce que j'en parle pas mal aussi dans le livre, c'est la question de diabète intellectuel. On mange entre guillemets de l'IA comme du popcorn ou d'autres choses, et puis après on se laisse complètement aller, et je pense que là-dessus il y a un vrai risque de perte d'esprit critique. On pourra en reparler aussi, mais notamment ce que j'appelle de l'hypovigilance, mais bon, je te laisse continuer, et puis je pourrais t'en parler après. Ouais, tout à fait. Du coup, un domaine dont on entend un peu moins parler ces temps, mais qui reste intéressant, c'est celui notamment de l'impression 3D. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, l'impression 3D, là encore, comme je dis toujours, c'est voir où c'est pertinent. Je pense que c'est très utile. Alors, je vais prendre un exemple concret. C'est une entreprise comme Seb, qui a conçu un certain nombre de ses produits pour que les petites parties qui soient amovibles puissent être utilisées avec des impressions 3D. L'intérêt de ça, alors d'ailleurs en termes d'économie circulaire c'est intéressant parce que il y a une obligation de rendre accessibles des pièces détachées pendant une dizaine d'années. Le problème c'est que si on fait ça, évidemment il faut fabriquer beaucoup de pièces détachées. Pour éviter ça, Seb a trouvé la solution, et je pense qu'il y a d'autres fabricants qui le font, ont conçu leur appareil pour qui puissent utiliser des impressions 3D. Par exemple, il fabrique une première série normale, une deuxième série, ça va être à la demande. Donc il a le fichier, et puis il passe par des fournisseurs qu'il connaît, ou potentiellement dans certains cas on pourrait imaginer, selon l'importance de la pièce, que la personne le fasse par lui-même, mais en général il passe par un fabricant et il va fabriquer à la demande la pièce, ce qui va au final réduire l'impact en termes de nombre de pièces détachées qui vont être utilisées, et puis c'est fait à la demande. Donc là vous voyez que c'est très pertinent. Je vais prendre un autre exemple, c'est dans le domaine de tout ce qui est aéronautique. Il me semble que c'est Airbus qui avait fait ça, qui avait fait créer une paroi qui permet alors c'est particulier parce que c'est une paroi qui est beaucoup plus légère, parce qu'il y a vraiment une sorte de dessin très particulier qui permet à la fois d'être plus résistante, qui est plus légère, mais qui serait impossible de faire avec un moule, parce que c'est aussi l'intérêt de l'impression 3D, c'est de pouvoir prendre des formes sans qu'on ait besoin de moule. Et là on voit que et en plus pour le coup la sculpture notamment a été créée avec l'intelligence artificielle. Donc on voit d'ailleurs, c'est intéressant comment plusieurs technologies peuvent être utilisées pour un impact positif. Après, comme toujours, pour l'impression 3D, il y a des usages qui ne sont pas nécessairement pertinents, mais je pense que là on est vraiment passé. Il y a une mode où tout le monde voulait avoir une impression 3D, une imprimante 3D. Là je pense qu'on est passé le cap, et voilà, on l'utilise de manière là où c'est plus pertinent. Mais dans le domaine industriel, ça ne résout pas tous les points, mais c'est très utile, notamment pour la demande, et notamment pour la personnalisation aussi, en fonction des besoins. Et on pourrait avoir l'impression 3D, mais tout ce qui est façonnage, par exemple, que ce soit de textile ou d'autres choses, là aussi ça peut être intéressant. Et même, on peut imaginer qu'on ait des pièces qui soient plus faciles, qui soient éco-conçues, mais qui soient plus faciles à réutiliser par la suite, ou on pourrait prendre un objet, et puis comme ça a été conçu avec l'impression 3D, on pourrait peut-être reprendre certaines parties et les remettre dans un autre endroit. Et on pourrait utiliser des robots aussi potentiellement pour plus facilement démonter quelque chose et le remettre dans un autre endroit. Dans un élément neuf. C'est intéressant de voir comment on peut combiner différentes technologies ensemble. Avec bien sûr, la question c'est bien sûr la finalité. Et s'il n'y a pas des solutions qui sont plus pertinentes sans les technologies. Ouais, bien sûr. Et il y a quelques mois, il y avait Mark Zuckerberg qui avait présenté son métavers sur lequel il avait investi
je ne sais plus trop combien de millions de dollars. Finalement, il semble que ça a fait un peu un flop quand même, hein. Ça a pas très très bien marché. Par contre, Apple a sorti récemment aussi un Vision Pro, qui a Mhm, donc un casque de réalité augmentée et virtuelle, c'est-à-dire qu'en même temps, on pourrait être dans un environnement complètement immersif, et en même temps, on pourra simplement ajouter certains éléments à la vraie vie, entre guillemets. oui. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ces différentes visions et est-ce que tu penses que c'est juste des choses qui sont pas assez matures, c'est pour ça que c'est un peu flop ou bien c'est juste un problème technologique ou à ton avis c'est quelque chose Non, non, qui est non. pas voué à se développer? Alors, je pense que, alors déjà, cette vision de Mark Zuckerberg, hein, qui a quand même renommé Facebook en méta pour ça, euh, elle est erronée parce que, encore une fois, bon, je vais revenir un peu sur la question de ressources, mais si vous, quand on regarde, quand on rencontre quelqu'un, il y a une quantité d'interactions que l'on a et quand on va dans la rue, il y a une quantité d'interactions. Recréer ce type d'interaction dans un métaverse, déjà, bon, est-ce que c'est vraiment pertinent dans la très grande majorité des cas? Non. Et deuxième cas, en plus, ça nécessite énormément de ressources, en termes de serveurs, de données, alors que bon, la réalité le permet. Et donc, sur le parti grand public, il y a un autre point. Bon, après, il y a effectivement les jeux vidéo, où effectivement, ça peut être intéressant de le faire. Le seul point auquel faire attention, c'est vrai que le monde devient plus compliqué et c'est vrai que ça peut être tentant de se dire bon entre un monde qui me plaît pas et enfin pour ceux qui ont vu Ready Player One et un monde où tout est beaucoup plus facile, c'est vrai qu'on peut être tenté d'aller dans la réalité virtuelle et de vivre dans ce monde. Mais bon, c'est pas la réalité, hein, et souvent d'ailleurs la réalité revient à nous à un moment ou à un autre. Et le risque après derrière, c'est vraiment de perdre ce lien avec les autres. Donc ça, c'est sur le plan plus personnel. Donc sur le plan personnel, euh, ça va être utilisé de manière sporadique. Par exemple, moi je sais que c'est un truc qui est tout bête, hein, donc c'est dans par exemple, c'est Google Maps qui permet, notamment lorsqu'on a son téléphone portable, de faire de la réalité augmentée. Lorsqu'on cherche son chemin, il va me montrer la flèche. Après, c'est vrai qu'on perd un peu de l'autre côté son sens de l'orientation. Mais bon, ça c'est voilà. Mais il y a des usages qui sont pertinents. Dans le domaine, alors là où il y a un domaine où je pense que c'est très pertinent, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle le B2B, donc dans les entreprises. Alors d'ailleurs, c'est un peu amusant parce que Meta ou ex-Facebook parle beaucoup de ce type de technologie ou de la réalité virtuelle dans le domaine comment dire professionnel. En réalité, Facebook c'est pas une entreprise en tout cas qui est voilà qui a l'ADN entreprise quoi. Ils ont notamment essayé de faire Facebook for Work, ça n'a pas marché. C'est pas leur ADN. Donc bon, ils font ça, mais voilà, on sait bien que Facebook va jamais se lancer dans la chirurgie. Enfin, le seul point potentiellement qu'il le fait sur d'autres, notamment sur l'IA, c'est qu'il met à disposition des briques technologiques en open source. Donc ça, c'est vrai, qui peuvent être utiles, mais ils vont jamais proposer ce type de produit. Donc ça, c'est une chose. Après, sur le plan donc professionnel, là où ça a tout à fait du sens, moi j'ai vu notamment une entreprise je crois que c'est une entreprise française qui s'appelle ITK, qui va faire des jumeaux numériques d'usine. Et donc, l'intérêt de faire des jumeaux numériques, c'est, par exemple, d'usine ou d'autres choses, hein, mais on peut le faire d'un corps humain, etc. C'est de pouvoir simuler l'ensemble des interactions qu'on va avoir. Donc, on va pouvoir prendre son casque, se balader dans l'usine en se disant, tiens, non, cet appareil, il ne faut pas le mettre là. Ah, je sais pas, comment dire, la porte de sortie, c'est pas le bon endroit. Et on va pouvoir voir tourner les différents équipements. On va pouvoir même simuler lorsqu'il y a une panne, etc. Et l'avantage de ça, c'est que, évidemment, comme on le fait en jumeaux numériques, c'est plus simple que si on construit et puis on se trompe. Donc ça évite comment dire un peu ces allers-retours par la suite et donc de construction et d'erreurs. Donc ça facilite effectivement ça et ça permet de mettre en œuvre un certain nombre de choses. Dans le domaine aussi comment dire, médical, là aussi, hein, pour la formation, notamment former des conducteurs, former, etc. Et là, c'est intéressant parce que il y a pas mal de simulateurs, que ce soit, j'en sais rien, pour conduire un TER ou un avion, etc. Bon, au lieu de devoir reconstruire pour une personne tel ou tel type de choses, on va prendre la rénovation énergétique, hein, eh bien, on peut assez facilement dupliquer une formation, faire des choses à distance, et donc beaucoup plus rapidement apprendre. Et après, ça devient plus simple le passage, parce qu'il faut quand même un bout d'un moment passer au réel, mais ce sera plus simple de passer au réel par la suite. Et bien sûr, ça intègre c'est une sorte de première marche
qui est accessible à beaucoup plus de monde. Et après, derrière, on peut basculer sur le réel beaucoup plus facilement. Donc, B2B, ça a du sens à partir du moment où voilà, on essaie de résoudre une problématique. Sur la partie B2C, pour moi, c'est ça va rester un four, sauf quelques cas précis. Comment dire, quelques cas où c'est pertinent. Il y a des cas, je dis peut-être les jeux vidéo, ou certains cas où on va vers la réalité augmentée ou certaines choses, mais ça va être anecdotique par rapport à l'image ou l'imaginaire qu'avait proposé Mark Zuckerberg. D'accord, ouais. Et un autre domaine, c'est tout ce qui est modification génétique. Qui pourrait permettre une très large, très large panoplie de choses possibles. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, à la fois c'est passionnant et ça nous met face à plein de contradictions possibles et imaginables. Je m'explique. Alors, il y a eu beaucoup d'évolutions, mais l'un des éléments et notamment j'en parle beaucoup dans le bouquin, avec même d'ailleurs des propositions par rapport à ça, c'est CRISPR-Cas9, Cas13, enfin il y en a plusieurs, qui permettent d'éditer donc l'ADN, ou alors ça dépend des cas, mais c'est soit l'ADN ou l'ARN. Pour préciser, si c'est l'ADN, là aussi il y a plusieurs manières de faire. Soit on fait l'ADN d'une personne, mais on peut changer l'ADN des cellules, enfin l'ADN des chromosomes sexuels, donc le X ou le Y, ou l'ARN. Alors ça n'a pas du tout les mêmes répercussions. Si je prends par exemple l'ARN, ce qu'on appelle notamment l'ARN messager, c'est pas très grave parce que c'est quelque chose qui est produit régulièrement par le corps et qui s'élimine. Donc ça, là, c'est pas trop problématique. Donc la législation peut être plus faible. Bien sûr, il faut voir quels sont les impacts. Comme tout médicament, il faut bien sûr voir les impacts. Voilà. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est l'ADN. Alors là, l'ADN, je pense qu'il faut avoir une réglementation qui est comme beaucoup plus forte pour voir quels sont les impacts positifs par rapport aux inconvénients. Parce que là, ça touche une personne en particulier. Et il y a un autre point aussi que j'aborde, c'est ce qu'on appelle les thérapies géniques qui peuvent sauver la vie d'une personne. Donc on se dit c'est génial, et ça c'est vrai, c'est génial, sauf qu'elle coûte horriblement cher. Notamment, je prends un exemple, il y a des coûts pour 500 000 ou 1 million d'euros pour une personne. Donc oui, la vie n'a pas de prix, c'est vrai. Mais il y a quand même un petit point, c'est que malgré tout, il y a quand même un budget complet de la santé. Donc à moins de décider qu'on met tout sur la santé et qu'on met plus rien sur le reste, mais à mon avis, on ne va pas faire ça. À un moment, il y a un choix en termes de budget. Donc la question se pose, et notamment c'est ce que la sécurité sociale française fait, après c'est une autre approche pour les États-Unis, c'est est-ce que je préfère avoir, en fonction du coût d'un côté, et de côté le gain thérapeutique, est-ce que ça me permet de sauver la vie, ou est-ce que ça me permet de gagner une vie, ou est-ce que c'est une augmentation de l'amélioration de vie? Donc ça, c'est autant d'éléments qui doivent être, et c'est pas toujours évident parce qu'il y a vraiment des questions éthiques, et là-dessus il faut commencer à faire un peu plus attention, en particulier lorsqu'on parle, alors là aussi c'est un exemple, il y a ce qu'on appelle les organismes génétiquement modifiés, et d'ailleurs c'est ce qu'essayent de faire passer un certain nombre d'industriels au niveau de l'Union européenne, c'est dire tiens, si on transforme avec notamment CRISPR, Cas9, certains végétaux, c'est plus des OGM parce que c'est leurs propres gènes qu'on utilise, quoi, et qu'on les transforme. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais là aussi on se dit c'est génial parce qu'on va avoir des plantes qui vont être capables de pouvoir supporter par exemple la chaleur. Sauf qu'il y a peut-être d'autres approches qui est de la suivante, je vais prendre l'exemple du maïs. Eh bien, le maïs dans le sud-ouest, ça va être compliqué. Donc, plutôt que de commencer à planter du maïs, il vaut mieux passer sur une autre type de culture qui, par elle-même, est résistante à ça, plutôt que de commencer à vouloir trafiquer du maïs pour qu'il soit résistant, etc., quoi. Donc ça, c'est une autre chose. Et après, il y a le dernier point. Et là, c'est extrêmement, extrêmement risqué et dangereux. C'est lorsqu'on commence à toucher avec CRISPR-Cas9. Donc CRISPR, c'est une sorte de ciseau, une sorte de système de ciseaux, qui est capable de découper puis de remettre certains gènes à certains endroits puis les mélanger avec d'autres, de manière très caricaturale. Et on peut toucher les cellules sexuelles. Et donc, ça signifie qu'on peut même faire disparaître par exemple totalement une population. Notamment, il y a une technique, il faut que je retrouve le nom, mais qui... oui, c'est le forçage génétique. Je vais revenir dessus. Et donc, qui
fait qu'on va être capable de pouvoir, par exemple, c'est notamment une expérience qu'un certain nombre de personnes veulent faire sur les moustiques, qui disent, bah tiens, on va faire en sorte qu'ils ne puissent plus transmettre donc le paludisme. Donc on dit, ah bah c'est super. Sauf que malgré tout, ces moustiques sont mangés par notamment d'autres bestioles, notamment des oiseaux, qui elles-mêmes sont mangées par etc. Et donc ça signifie que si on tue certaines espèces de moustiques, potentiellement toute la chaîne derrière va subir effectivement ça. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, potentiellement avec ce système-là, on peut avoir un impact, mais on peut aller même plus au-delà de la nature. C'est ce qu'on appelle le forçage génétique. Le forçage génétique consiste à... imaginons qu'on a un X, deux X. Hein, on va couper une partie du X, on va le transformer par un autre gène, et de l'autre X, en fait, on va carrément le retirer. Et ce qui va se faire naturellement, c'est que en fait, il va y avoir une réparation qui sera faite pour que copier ce X-là de l'autre côté. Et ça va être transmis comme ça, de génération en génération, de telle sorte que, en fait, toute la population, toute la population, par exemple, peut soit disparaître, ou peut avoir un type d'ADN et ne va pas avoir l'autre. Et donc, on peut vraiment aller au-delà même ce qu'on appelle la génétique traditionnelle, qui normalement, au bout d'un certain temps, évidemment, il y a ce qu'on appelle, des gènes qui sont soit, majeurs, qui se transmettent de génération à d'autres qui sont récessifs, dominants, pardon, c'est gènes dominants ou des gènes récessifs. Là, potentiellement, on est complètement capable de squeezer ça et de faire ça. Et là, c'est extrêmement dangereux parce que ça a des répercussions sur une quantité sur toutes des générations par la suite. Et là, c'est presque des choses je pense que c'est des choses qu'il faudrait sans doute interdire. Potentiellement, il y aura toujours des expériences qui sont faites, mais de manière large, je pense que c'est quelque chose qui est interdit. Et puis même, ça peut aller au-delà, parce que on ne sait pas trop comment ça s'est passé pour le virus du Covid, mais si par exemple, imaginons qu'il y a un moustique qui ait ce type de capacité qui sortent dans la nature, ça peut se propager sur l'ensemble des moustiques et avoir des conséquences qui sont dramatiques sur un très très grand nombre de populations. Donc, et là, c'est vraiment, on joue avec le feu, quoi. Hein. Et alors, je reprends juste un autre exemple aussi pour bien expliquer que lorsqu'on retire un gène, ça peut avoir des conséquences négatives et positives. En fait, il faut savoir que, notamment, j'en parle notamment dans le livre, il y a une maladie qui s'appelle la drépanocytose, j'espère que je ne me trompe pas, qui est une maladie extrêmement invalidante. Hein. Vraiment, c'est terrible. Et les personnes qui ont ce gène-là, en fait, qui ont les deux gènes, hein, en fait, ont cette maladie, mais elles n'ont pas le paludisme. Alors on dit, vu le contexte, évidemment, ce serait mieux, à la limite, le paludisme, c'est moins grave. Sauf que, si par exemple une personne a juste un de ces gènes, et que de l'autre côté, elle a un gène sain, elle n'a pas la drépanocytose, et elle n'a pas non plus le paludisme. Donc là, c'est bien. Et puis de l'autre côté, évidemment, si elle n'a aucun des deux gènes, elle potentiellement pas avoir le paludisme. Mais si par exemple on fait on utilise CRISPR pour complètement arrêter la drépanocytose, en fait, potentiellement, on retire aussi, cette immunité qu'a un certain nombre de personnes contre le paludisme ou la malaria. Et donc, retirer quelque chose, ça ne veut pas dire pour autant que c'est un impact, en général, la nature quand même plutôt bien faite, hein, puisque c'est quand même quelques milliards d'années qu'on existe, hein, dans la vie, quoi. Et donc, vouloir faire un truc parfait, en fait, ça marche jamais comme on veut, quoi. Et ça part un peu en vrille au bout d'un moment, et assez rapidement parfois. Et au-delà des modifications génétiques, est-ce qu'il y a d'autres innovations dans le domaine, notamment de la santé, qui te semblent intéressantes ? Alors, effectivement, moi j'avais parlé un petit peu de thérapie génique, hein, il y a certaines thérapies qui sont personnalisées. Alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. La première, c'est la possibilité de personnaliser de personnaliser, après j'en parlerai d'une autre chose et puis après je parlerai de la partie robotique ensuite, hein, mais de personnaliser un traitement mais de manière massive. Donc je reprends un exemple, imaginons que il y a un traitement spécifique pour une personne, mais qu'on ait des robots ou des robots collaboratifs qui permettent de chercher effectivement les différents éléments et qui permettent donc très facilement, plutôt que d'avoir un système qui est industrialisé, de personnaliser un très grand nombre de choses. Donc potentiellement, ça nous permettrait d'avoir un traitement
personnaliser, mais massifier un coût qui est moindre. Donc ça, par exemple, c'est une évolution. Autre chose qui est intéressante, avec, comme toujours, des avantages et des inconvénients, c'est l'intégration un peu de la robotique ou l'intégration d'exosquelettes, etc., dans l'humain. Point positif, c'est que là, on commence à voir des personnes qui auparavant ne pouvaient pas marcher, qui peuvent marcher. Notamment, il y a plusieurs systèmes sur... alors, moi, notamment, une fois que j'avais été au CES, c'était une personne qui avait perdu, mais on voit sur les exosquelettes, des personnes qui avaient perdu, donc qui étaient manchots. Et il avait mis donc une prothèse intégrant l'intelligence artificielle. Et donc, au bout, en fait, il y a les cellules nerveuses, au bout de son moignon, il y a les cellules nerveuses. Et donc, au fur et à mesure, l'intelligence artificielle... lorsqu'il réfléchissait à tiens je bouge tel doigt, à ce moment-là on captait quels étaient les éléments au bout des fibres nerveuses et puis après on faisait comme ça en termes de manipulation. Bon. Et il faisait ça avec l'ensemble de ses doigts. Et au fur et à mesure, quand il réfléchissait à je bouge mon doigt, ça faisait bouger effectivement ça. Donc on voit que notamment dans le domaine du handicap, il y a vraiment des choses qui sont phénoménales qui sont en train de se passer. Et ça c'est très bien. Le seul point, c'est comme toujours, c'est jusqu'où ça va. Parce qu'on pourrait très bien se dire, puisqu'on est comme ça, à ce moment-là, par exemple pour les sportifs, je vais peut-être me retirer des fonctions naturelles et les remplacer par des fonctions qui sont robotiques, qui sont beaucoup plus performantes. Alors pour l'instant, on n'est pas encore à quelqu'un qui va se couper les mains pour avoir une prothèse. Mais si je prends un autre exemple, c'est celui de Neuralink avec Elon Musk, qui dit, tiens, on va intégrer une puce dans le cerveau pour être capable vraiment de pouvoir avoir de la mémoire, etc. Donc sur le principe, on dit c'est bien, on va retrouver la mémoire, on va retirer le Parkinson, etc. Après, le point c'est que évidemment Elon Musk il va aller un cran plus loin, c'est va en profiter pour potentiellement augmenter l'intelligence d'une personne, mais une personne quelconque. Et après on se dit oui super, on va devenir plus intelligent. Non, on va pas devenir plus intelligent. Effectivement, la somme de l'intelligence humaine plus ce chip va devenir plus intelligente. Mais si dès qu'on retire ce chip qu'on va évidemment sans doute payer, on va payer un abonnement chaque mois pour pouvoir y avoir accès, dès qu'on retire ce chip, on va devenir beaucoup plus stupide. C'est comme pour le GPS, c'est-à-dire au fur et à mesure, on a tellement l'habitude d'utiliser le GPS qu'on n'a pas le sens de l'orientation. Ce chip qu'on met à l'intérieur du cerveau, on va s'appuyer dessus, on va devenir de plus en plus paresseux, je parlais de diabète intellectuel, et puis au fur et à mesure, on va se laisser aller, quoi. On va devenir un peu des légumes, quoi. Enfin bon, moi c'est pas trop la perspective qui m'enchante, mais bon, charge à chacun après de faire le choix. Après, encore une fois, il y a des usages où c'est pertinent, mais il faut les contrôler. Et justement, un peu à l'intersection de ces domaines technologiques et écologiques, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus aussi d'innovation dans le domaine de l'énergie, notamment au niveau des énergies renouvelables finalement, où j'ai l'impression que au niveau des coûts, les coûts ont drastiquement baissé, et puis aussi c'est plus performant et de façon quand même assez positive. J'ai l'impression que ça dépasse un peu les prévisions qui avaient été faites là-dessus, notamment au niveau des coûts. C'est moins cher que ce qu'on avait prévu, donc finalement ça c'est peut-être une bonne chose. Alors, effectivement, c'est une très bonne chose parce que ça permet de déployer beaucoup plus largement les énergies renouvelables. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, il y a d'autres limites. C'est sur le problème. Il n'y a jamais rien d'illimité. There's no such thing as a free meal, comme on dirait en anglais. Il y a toujours un truc. Je vais prendre l'exemple des énergies renouvelables. Effectivement, ça a fortement baissé. Mais là aussi, plusieurs points. C'est que, il faut des matériaux. Alors, pour les énergies renouvelables, c'est pas tant les terres rares, mais ce qui risque beaucoup de manquer. Alors, on parle un peu de lithium, mais c'est peut-être pas là où il y a le plus gros problème, c'est surtout au niveau notamment du cuivre. Donc, il faut l'extraction minière de cuivre qui nécessite de l'eau, et comme il y a de la sécheresse, potentiellement on a moins de cuivre. Et donc, les énergies renouvelables nécessitent de les connecter beaucoup plus, donc on a besoin de beaucoup plus de cuivre. Donc, ça, c'est une limite qui va faire qu'il est probable que les énergies renouvelables à un moment, risquent de remonter en termes de prix. Autre chose, il y a quand même des oppositions importantes au niveau local qui se passent, et parfois à bon escient et parfois à mauvais escient, ça dépend des cas. Mais là aussi, une éolienne, si on le met dans un parc Natura 2000 ou là où il y a l'immigration d'oiseaux, c'est pas là où c'est le meilleur endroit. D'autres endroits où c'est pertinent, donc il faut vraiment une concertation des personnes, mais ça prend du temps. Et comme ça prend du temps pour les énergies renouvelables, évidemment, ça coûte de l'argent. Il faut toujours se rappeler une chose, c'est que il y a beaucoup d'entreprises dans le domaine éolien, en particulier en Europe,
qui ont fait faillite, hein, notamment il y a une des branches de Siemens qui a fortement, je ne sais plus si ça fait faillite, mais en tout cas ça va extrêmement mal. Et il y a d'autres opérateurs d'éoliennes qui ont vraiment des grosses problématiques financières parce que en fait le temps entre le moment où on commence à investir dans le projet et le moment où on commence à sortir les éoliennes, c'est énorme. Et évidemment, derrière, il y a des investisseurs. Et comme les taux d'intérêt augmentent, bah, évidemment, on n'a pas le temps de récupérer son argent, quoi. Et ce qui fait qu'il y a pas mal, quand vous n'avez pas l'énergie qu'il faut, parce que pour des bonnes et parfois pour des mauvaises raisons, on ne peut pas sortir de terre, c'est des éoliennes ou d'autres choses, eh bien, vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas d'électricité, vous ne pouvez pas vendre, donc le truc n'est pas sorti de terre, donc vous perdez de l'argent, quoi. Donc d'un côté, il y a ça, donc il y a vraiment un point positif, effectivement, une forte baisse de coûts, donc ça c'est bien, mais de l'autre côté, il faut faire attention parce qu'il y a des contraintes, je dis ressources, extraction minière, potation, acceptation locale. Il y a aussi un autre point, ça c'est pour les panneaux photovoltaïques, là, une grosse partie provient, enfin les modules proviennent de Chine, donc si jamais la Chine dit, écoutez les amis, on va d'abord se concentrer sur nous et puis on va réduire, et c'est ce qui s'est passé sur certains éléments d'ailleurs, hein, on va réduire très fortement les exportations de certains modules en Europe, on se retrouve un peu le bec dans l'eau, hein, et on dit oui mais éolienne c'est compliqué, photovoltaïque c'est compliqué, nucléaire ça prend du temps, ça a des avantages et des inconvénients, on fait du fossile non, donc voilà, donc et donc le message qu'il y a derrière aussi c'est que ça a du sens que si on regarde cette vision globale aussi de réduire notre consommation, hein, c'est la sobriété, tout en faisant attention à ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est on est plus efficace dans un endroit, mais à ce moment-là, on augmente malgré tout notre consommation globale. Mais voilà. Oui, puis dans le domaine de l'énergie, je pense qu'on peut aussi penser à la fusion nucléaire, mais qui pour le coup devrait mettre plusieurs dizaines d'années avant d'arriver. Donc ça ne sera pas une solution aux problèmes énergétiques qu'on connaît aujourd'hui. Oui, par exemple pour la fusion, c'est vrai que moi je suis toujours passionné par tous les domaines scientifiques et c'est super intéressant, passionnant de voir ce qu'il en est pour la fusion. Alors, il y a eu pas mal de progrès par rapport à la fusion. On entend beaucoup d'histoires, enfin pas d'histoire, mais vraiment d'avancées scientifiques. Mais là, c'est comme les véhicules électriques, c'est-à-dire qu'entre le moment où on conçoit ça et qu'on arrive à avancer et le moment où on arrive à construire la centrale qui fonctionne, hein. Pour rappel, ITER est une centrale expérimentale. Si je me souviens bien, elle va peut-être commencer à être utilisable aux alentours de 2050. Enfin, il faudra vérifier, mais ça va être pas loin. Et je crois qu'elle a début de la construction, c'est peut-être dans les années 2035 ou 40 peut-être. Enfin, je suis pas tout à fait. Je sais que c'est un temps qui est assez long pour ITER, et donc c'est expérimental. Après, il y a d'autres voies que ITER. Mais le temps que ça se mette sur le réseau électrique, ça puisse être utilisé, il faudra peut-être encore 20 ans de plus. Sauf si on trouve un truc incroyable, mais il ne faut pas tabler là-dessus. Et il y a un deuxième point, c'est qu'encore une fois, on vit dans un monde où il y a encore de moins en moins de ressources, où l'énergie va sans doute coûter de plus en plus cher, où il faut de plus en plus d'énergie pour extraire de l'énergie. Donc est-ce qu'on aura suffisamment d'énergie, d'infrastructures, de matériaux pour faire la fusion dans, 30 ou 40 ans? Pas sûr. Tout à fait. Et un truc qui est souvent avancé aussi, c'est tout ce qui concerne la géo-ingénierie, donc la modification du climat par la technologie. Souvent, je pense que quand on dit ça, on imagine notamment le fait de mettre des substances dans l'air pour renvoyer des rayons du soleil ou ce genre de choses. Mais en réalité, c'est beaucoup plus large que ça. Ça peut aussi être de la captation de CO2, etc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, captation de CO2, oui, d'une certaine manière. Je vais donner un exemple. Il y a plusieurs types de géo-ingénierie. La plus simple, c'est entre guillemets, c'est simplement, avec certaines limites, c'est de planter des arbres, puisque grosso modo, planter des arbres, ça permet effectivement d'absorber du CO2. Après, là aussi, c'est que comme il fait de plus en plus chaud, il y a de plus en plus d'incendies, et quand il y a de plus en plus d'incendies, potentiellement les arbres ils brûlent, et ils mettent plus de CO2 que ce qu'on arrive à planter. Typiquement, l'Amazonie, par exemple, émet plus de CO2 à cause de la déforestation et des incendies qui ont en cours. Donc ça c'est une chose. Après, quand on parle de géo-ingénierie, en général on parle souvent de géo-ingénierie qui est plus qui ont un vrai impact sur le climat, mais où c'est vraiment nous qui intervenons, alors qu'il y en a plusieurs manières de faire. Après, la captation de CO2, on pourra en reparler après, mais il y en a plusieurs. Celle qui est sans doute la plus connue et qui existe déjà naturellement, c'est lorsque
il y a des sulfures qui sont envoyés dans l'atmosphère. Alors pourquoi je dis que ça existe naturellement, c'est que quand il y a une éruption volcanique, il y a effectivement du sulfure qui arrive effectivement de l'atmosphère. Et d'ailleurs, hein, je crois que c'est si je me souviens bien, je crois que c'est l'éruption du Pinatubo et d'autres éruptions comme ça qui, en fait, ont entouré effectivement l'atmosphère et qui ont permis de réduire pendant un certain nombre d'années la température globale sur Terre. Donc on dit c'est génial, oui, sauf que derrière il y a des pluies évidemment parce que c'est du sulfure, donc ça a des impacts aussi sur la biodiversité et en plus il y a un choc, ce qu'on appelle le terminal choc. C'est que si imaginons on mette on dit tant pis pour la biodiversité, on met quand même des sulfates un peu partout dans l'atmosphère, eh bien on se dit parce que derrière il faut en mettre, parce que derrière ça disparaît au fur et à mesure, ça retombe avec les pluies, etc. Ça retombe, donc il faut en remettre, donc il faut des avions en plus ou des ballons, etc. qui en plus consomment de l'énergie. Mais imaginons qu'on ait plus seulement d'énergie pour pouvoir le faire, grosso modo on se retrouve dans une situation où tu as plus assez entre guillemets de sulfate dans l'atmosphère et on bascule c'est plus 0,1 degré tous les 10 ans, quelque chose comme ça, mais on bascule à plus 0,5 degré très très rapidement quoi, avec ce qu'on appelle un risque terminal, un choc terminal. Donc ça c'est un exemple ça c'est un problème. Et en plus un autre point, c'est que malgré tout c'est la nature humaine qui dit si on trouve une solution de ce type là, grosso modo je peux patienter avant de commencer à réduire mes émissions de CO2. Il y a d'autres solutions qui existent, notamment on parle par exemple pour les nuages au niveau des cirrus et de réduire en fait notamment ça met des petits cristaux qui permettent en fait de réduire, si je me souviens mal, augmenter la transparence des nuages cirrus, qui permet effectivement que s'évapore, qu'un certain nombre de rayons solaires qui puissent s'échapper. On a même pensé faire un certain nombre de trucs qu'on mettrait autour de la Terre avec des sortes de panneaux qui reflèteraient. Ce qu'il faut se dire, il y a plein d'idées qui sont sorties, j'en parle pas mal dans le bouquin. En fait, dans la très grande majorité tous les cas, c'est reculer pour mieux sauter, quoi. Et surtout pour sauter beaucoup plus loin. Donc bon, il y a des tests qui sont là-dessus, mais ça nous sauvera de rien du tout. Et encore une fois, derrière, il y a vraiment un risque de déresponsabilisation par rapport à ça, parce que ce type de technologie ne nous aidera pas particulièrement. Après, si je parle par exemple sur la captation de CO2, là encore, ça ne résoudra pas tout. C'est vrai qu'il y a des certain nombre de solutions, notamment, alors il y a plusieurs techniques. Il y a ce qu'on appelle du captage, notamment au lieu de production. Par exemple, tu as une usine qui va émettre du CO2, on va capter, c'est ce qu'on appelle du CC. Alors il y a plusieurs trucs, il y a du CCS ou du CCU, ou du BCCS ou du BCCU, et qui en fait va capter donc directement les émissions de carbone et soit le stocker, mais là encore ça pose d'autres problèmes, soit on va pouvoir l'utiliser. C'est mieux que rien. Ou alors il y a ce qu'on appelle le direct air capture qui va capter donc le CO2, mais il faut se rappeler qu'il y a 0,04% de CO2 dans l'atmosphère, donc c'est pas grand chose, même si c'est un impact énorme. C'est comme l'arsenic, enfin dans l'autre sens je dirais, mais l'arsenic il y en a très très peu, mais ça fait on peut utiliser des microgrammes, pas des microgrammes, des nanogrammes, je dirais peut-être d'arsenic, ça peut peut-être soigner, mais au-dessus d'une certaine dose c'est pas bon. CO2 ou le vitamine C c'est peut-être mieux comme exemple. Un peu de vitamine C c'est parfait, au-delà d'une certaine quantité c'est mortel. Donc il faut beaucoup d'énergie pour capturer effectivement ce CO2, transformer, et donc là pour le coup c'est pas nécessairement pertinent. Comme il faut beaucoup d'énergie, ça dégage plus d'émissions de CO2 qu'aujourd'hui, que ça permet d'en capturer. Donc on voit à chaque fois il y a plein d'idées, plein de solutions technologiques, mais aujourd'hui on n'a pas de solutions qui sont scalables partout. Il y a parfois certains endroits ça peut marcher, mais qui sont scalables partout et qui vont résoudre le problème, quoi. C'est ça aussi, c'est la mise à l'échelle qui est un énorme problème, de ces solutions technologiques. Ouais, tout à fait. Et un domaine assez encourageant malgré tout là-dedans, c'est tout ce qui concerne l'économie circulaire. Et en même temps, certains pourraient dire que c'est un peu un terme bullshit qui renferme pas grand-chose derrière. Toi, tu penses quoi de ça? Est-ce que c'est prometteur? Alors, souvent, on réduit l'économie circulaire au recyclage. En fait, souvent on parle des 5 R.
j'en parle aussi d'ailleurs dans le livre, c'est qui passe par 5 étapes hein, dans l'ordre. Première chose, c'est refuser. Refuser, d'ailleurs, on en a parlé ici, hein, c'est potentiellement refuser d'utiliser certaines technologies, alors des alternatives qui permettent de faire très bien le boulot, qui répondent à 90-95% du job, qui font 90 à 95% du job, ça suffit. La deuxième chose, c'est réduire. Donc réduire, ça peut être réduire, pardon, juste pour prendre notre exemple concret, refuser, c'est le vrac par exemple. Hein, donc on retire on n'a plus de plastique, plus d'emballage, c'est du vrac. Réduire, donc c'est réduire, ça peut être de plusieurs manières, c'est réduire effectivement la consommation de tel ou tel type de produit, donc ça peut être effectivement dans les emballages, mais ça peut être aussi un des gros problèmes dans la réutilisation et le recyclage, c'est lorsqu'il y a plusieurs matériaux. Donc si on fait du monomatériau, hein, je pense qu'il y a de plus en plus d'industriels qui vont dans ce sens-là, c'est plus facile à réutiliser ou à recycler. Ensuite, deuxième point, c'est tout ce qu'on appelle autour de la réutilisation, et après derrière on peut mettre réparer ou reconditionner, hein, pour le même esprit. C'est-à-dire que c'est un produit, donc par exemple une bouteille de verre, on voit bien les bouteilles de verre, soit ce que je peux faire, je le mets dans la benne et puis derrière il va falloir tout passer par un processus pour le refondre et puis refaire du nouveau verre, c'est une première possibilité. Soit deuxième lieu, c'est de réutiliser le verre, et là aussi je sais qu'il y a notamment un industriel dans le domaine des boissons, des sodas qui a fait ça, c'est qu'ils ont harmonisé les bouteilles. Donc il y a grosso modo 2 types de bouteilles, alors je ne vais pas parler du nom, mais une bouteille qui est assez iconique qui est là, et puis pour toutes ces autres marques c'est la même bouteille en verre. Et notamment dans tout ce qui est distribution, donc ce qu'on appelle hors domicile, eh bien ils utilisent ça. Et donc, et bien sûr, alors ça aussi qui est un point important, c'est qu'il faut mettre en place toute une logistique de retour. Ce qui n'est pas toujours non plus évident, hein, mais à partir du moment où on commence à être suffisamment nombreux, en termes d'entreprise, on peut commencer à le faire. Et donc on peut avoir un cycle où en magasin, comme on a par exemple des bouteilles qui sont identiques et potentiellement c'est juste le papier au-dessus qui est la même, eh bien ce sera beaucoup plus facile à réutiliser la bouteille plutôt que de la refondre, parce que la quatrième étape c'est c'est le recyclage qui en fait, encore une fois on va casser le verre, on va casser le plastique, mais il faut beaucoup d'énergie, dans le cas du verre, mais y compris aussi pour le plastique, il faut de l'énergie pour pouvoir le recycler. Deuxièmement, les propriétés souvent se perdent. Dans le domaine du textile, notamment, c'est le cas. Quand vous avez du textile, par exemple, il vaut mieux réutiliser du textile plutôt que le recycler, je me dis une bêtise. Parce que les fibres sont de plus en plus petites. Au début, c'est l'ordre de 20 cm, puis quand on recycle, on coupe, donc c'est plus petit, etc. Et donc, il faut remettre de la matière vierge. Le recyclage, c'est vraiment en bout de, je dirais un peu en bout de course. Et donc il vaut mieux concevoir et éco-concevoir ces produits pour être facile à être réutilisés. Et dernière étape, c'est effectivement, on dit remettre en terre pour tout ce qui est produit notamment à usage unique. Et lorsqu'on commence à avoir cette démarche complète, là ça commence à avoir du sens. Là ça a du sens. Et ça signifie potentiellement transformer de modèle économique. Je vais prendre l'exemple notamment de l'économie circulaire avec les 5 R, c'est de dire plutôt que de vendre une machine à laver, ce que je vais faire, c'est que je vais l'éco-concevoir, ou une voiture. Renault par exemple a fait ça, notamment sur une usine, je crois que c'est à Flins, Refactory, où il va prendre des véhicules et il va les reconditionner en mettant les différents éléments qui sont nécessaires, et puis derrière ça va permettre de refaire un nouveau véhicule, mais sans devoir reconstruire complètement le véhicule. Donc, et ça, ces démarches-là, ça signifie aussi, là encore, ça prend parfois un peu du temps parce que c'est de nouveaux modèles économiques. Potentiellement, il faut être capable de prendre des matériaux ou des voitures ou je ne sais quoi qui sont différents, hétérogènes, et puis de refaire un nouveau produit qui parfois peuvent être aussi potentiellement différents. Donc c'est autant c'est autant de problématiques qu'il faut intégrer dans le domaine de l'économie circulaire. Après, il y a un petit avantage aussi, c'est que quand on va vers une raréfaction des ressources, une raréfaction aussi, il y a eu des problèmes notamment au niveau des semi-conducteurs. Ce qui passait notamment dans le domaine automobile, il y a un des constructeurs qui manquait de chips. S'ils étaient capables de prendre des chips, ou des semi-conducteurs d'anciens véhicules, alors aujourd'hui c'est quasiment impossible, mais parce que c'est tellement c'est dans la masse, ou des plaques, des circuits par exemple d'anciens véhicules, de les prendre là et puis de les remettre dans des nouveaux véhicules, parce que grosso modo les fonctionnalités n'ont pas fondamentalement changé.
ça leur éviterait d'être victimes de pénuries qui auraient lieu de semi-conducteurs ou d'autres choses. Et en plus, ça réduirait les coûts. Mais après, il faut encore concevoir les produits pour que ça soit possible. Intéressant, intéressant. Et donc, tu as écrit un livre qui s'appelle 2050 Crash ou Renaissance, avec en sous-titre Vers une société boule de Guy. Je renvoie tous les gens qui sont intéressés à le lire, à l'acheter, à le lire. C'est très intéressant, que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Pour le sous-titre qui est La société boule de Guy, je laisserai les gens découvrir ce que c'est dans le livre, comme ça leur fera... ça reste un peu mystérieux, comme ça ils pourront le découvrir dans le livre. Pour le titre en lui-même, 2050 Crash ou Renaissance, quelle est ta réponse? 2050 Crash ou Renaissance? En fait, le mot le plus important dans ce titre, c'est le « ou ». Pourquoi le « ou » ? Parce que le « ou », alors je ne vais pas faire de lien avec la boule de Guy, mais bon. Le « ou », pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est notre choix. Dans le sens où aujourd'hui on se trouve face à une situation où on a la capacité d'aller plutôt vers le crash ou plutôt vers la renaissance. Même si en réalité sans doute, si vous voulez être complètement honnête, il y aura sans doute un mélange des deux. Mais ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui on est dans une situation où on peut poursuivre comme on fait d'habitude, et là on va vraiment vers le crash qui va être très dur, où on peut atténuer très fortement notre impact et aussi s'adapter. Alors, sans dévoiler tout sur la boule de Guy, mais un élément, je pense que c'est une mode de société, notamment autour des territoires, autour de l'État, qui permet véritablement d'acquérir une résilience au niveau des territoires et d'une coopération entre les territoires. Et ça, c'est un enjeu pour moi qui est essentiel, c'est de aider les territoires à acquérir une résilience en coopération avec les autres territoires et aussi avec l'aide de l'État, de la région, de l'Europe, etc. Parce que tout seul, pour acquérir une résilience, c'est compliqué. Et ce n'est pas, ça c'est un autre point, ce n'est pas une totale autonomie. Parce que vous avez un territoire, imaginons il y a une inondation, un territoire qui est complètement autonome, qui se fait inonder, il n'a plus rien. En revanche, s'il coopère avec d'autres territoires, qu'il a le soutien d'autres territoires, là pour le coup il peut s'en sortir. Et ça c'est d'autant plus important que aujourd'hui on va se retrouver dans une situation où il va y avoir de plus en plus de catastrophes naturelles, de pénurie d'eau, de pénurie de tout ce que vous voulez d'alimentation, c'est une vraie problématique. Et donc la question c'est, si on dit j'attends que l'État résolve tous les problèmes, arrêtons quoi. Je veux dire, oui bien sûr l'État peut aider, bien sûr, il peut structurer des choses, il peut faciliter, mutualiser, il y a plein de trucs qu'il est capable, les régions aussi, avec les COP territoriales là, qui ont commencé à avoir lieu, je pense à un levier possible, important même. En revanche, ça suffit pas. Et ça signifie, on voit d'ailleurs de plus en plus dans les territoires qu'il y a des personnes qui se prennent en main, et c'est pas uniquement individu par individu, mais c'est à travers des associations ou des collectivités qui vont aider entre eux à trouver des solutions. Et parfois, notamment, c'est un peu le point, l'enjeu climatique, on se dit, ça nous pèse sur les épaules, on dit, mais c'est énorme, jamais on n'arrivera à changer. Ouais, mais essayons de le regarder sur le plan local. Essayons de regarder, moi par exemple, c'est bétonné partout, où il y a des îlots de chaleur, où potentiellement pour mon alimentation c'est compliqué. Comment est-ce que, ou simplement au niveau de mon territoire, je peux faire en sorte de transformer, de changer la donne. Et on voit que sur le plan du territoire, il est possible de faire beaucoup de choses avec les entreprises. Il ne faut pas hésiter à solliciter les entreprises aussi pour dire, attends, vous êtes sur le territoire, travaillons ensemble pour faire quelque chose. Les collectivités qui ont moins de moyens, et puis après derrière, c'est aussi... de mettre en place des solutions ensemble. Et je pense que, alors que la société est de plus en plus clivée, c'est quelque chose qui me frappe, on a au contraire besoin de plus en plus de coopération, de solidarité entre nous. Et c'est ça qui nous permettrait de créer cette sorte de filet de sécurité. Juste pour prendre un autre parallèle, c'est ça un peu la société boule de Guy, mais je n'irai pas plus loin pour laisser la surprise. Imaginons que vous soyez, vous fassiez de la voltige, avec un trapèze. Eh bien, si par exemple vous tombez, ça fait moins mal si vous avez un filet de sécurité ou un filet en bas que si vous n'en avez pas. La société boule de Guy, c'est cet esprit-là. C'est vraiment créer un filet de sécurité pour pas se casser complètement la pipe, quoi. Et avec les conséquences qu'on devine. Et puis, juste pour reprendre un petit peu très rapidement sur un peu quels sont les différents chapitres au niveau du livre, c'est une partie sur les fragilités, fragilités écologiques, mais aussi géopolitiques, c'est un point important, avec notamment les impacts de la Chine, etc. Social, c'est un point important. Sans, et c'est pour ça que je parlais de solidarité, s'il n'y a pas de coopération, s'il n'y a pas d'équité sociale, on pourra essayer de tout faire, ça ne marchera pas. On a besoin
besoin d'avoir une cohérence et une cohésion sociale. Donc ça, c'est une première partie. Il parle des technologies, on a beaucoup parlé là, et j'en parle pas mal, sur tous les différents types de technologies, ce que ça permet. Donc ça comprend aussi les énergies, mais aussi quelles sont les limites et les risques. Et ensuite, je parle sur comment on peut atténuer notre impact en tant qu'individu, en tant que société, en tant qu'entreprise, et comment on peut s'adapter aussi en tant qu'individu, État, entreprise. Et c'est là que je parle notamment de la société boule de guire. Et juste pour terminer, un point. Aujourd'hui, on a une société qui est très tournée vers l'avoir, posséder quelque chose. Je pense que dans le futur, ce qui va fondamentalement changer, c'est l'être. Être va être beaucoup plus important. Être avec les autres. Vivre les choses. Enfin, je veux dire, va être beaucoup plus important parce qu'avoir, il y a forte chance qu'on perde beaucoup. Les gens qui perdent leur habitation, leur véhicule, etc. Vous perdez 3 fois votre habitation. Enfin, c'est terrible, hein, mais au bout d'un moment, vous avez un détachement et ce qui va devenir beaucoup plus important, c'est être avec l'autre. Et ça, c'est peut-être un des derniers messages que je voulais faire passer. Hein. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup pour ce message que je rejoins pleinement. Merci beaucoup. À très bientôt. Hein. Merci d'avoir écouté le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.